Nous allons voir l'examen de la sensibilité qui fait partie de l'examen neurologique. La sensibilité est la fonction du système nerveux qui permet à notre organisme de recueillir les informations non sensorielles. Son examen est un temps important et difficile dans l'examen neurologique car il demande une coopération active qu'on ne peut pas toujours avoir de la part du malade. Il existe deux modes de sensibilité. La sensibilité extéroceptive ou superficielle qui permet de recueillir les sensations cutanées provoquées par le tact, la douleur, le chaud et le froid. Et la sensibilité proprioceptive ou profonde qui renseigne sur les attitudes et les déplacements segmentaires. Ces deux modes de sensibilité sont véhiculés par deux voies différentes qui sont la voie spinothalamique ou extralémniscale qui véhicule les sensations thermiques et douloureuses, et la voie lemniscale qui permet de véhiculer les sensations proprioceptives. La sensibilité tactile emprunte les deux voies spinothalamique et lemniscale. La connaissance de l'anatomie fonctionnelle des structures et des voies véhiculant la sensibilité est primordiale pour l'examinateur. La voie spinothalamique dédiée à la sensibilité thermoalgésique est représentée en bleu sur ce schéma qui illustre les voies de la sensibilité. On peut donc suivre ensemble son trajet qui va de la périphérie au niveau des récepteurs jusqu'au cortex cérébral. Les sensations thermoalgésiques sont recueillies au niveau des récepteurs qui sont répartis sur l'ensemble des teguments. On en distingue deux types. Les mécanorécepteurs sensibles au tact et à la pression, et les thermorécepteurs qui sont sensibles soit au chaud, soit au froid. Il n'y a pas de récepteur spécifique à la douleur. L'influx nerveux est transmis de ces récepteurs à un premier neurone sensitif qui s'articule au niveau de la corne postérieure de l'axe gris du même côté avec un deuxième neurone. Ce deuxième neurone croise directement la ligne médiane et gagne le cordon latéral opposé et remonte dans la moelle, le tronc cérébral et se termine au niveau du thalamus, plus précisément au niveau du noyau ventro-postéro-latéral. Au niveau du thalamus, ce deuxième neurone s'articule avec un troisième neurone qui va gagner le cortex pariétal selon un ajustement appelé l'homonculus sensitif qui correspond aux aires corticales de la sensibilité. On peut donc déduire que toute lésion de cette voie entraînera des troubles sensitifs du côté contralatéral à cette lésion. La voie lemniscale dédiée à la sensibilité proprioceptive est représentée en rouge. On peut également suivre son trajet. Dans ce cas, les sensations proprioceptives sont recueillies par des récepteurs qui sont situés au niveau des muscles, des tendons et des ligaments articulaires. L'influx nerveux est transmis par ces récepteurs à un premier neurone sensitif qui pénètre la moelle par le cordon postérieur du même côté, mais sans croiser la ligne médiane et monte vers le tronc cérébral. Au niveau du bulbe, ce neurone s'articule avec un deuxième neurone qui va croiser la ligne médiane et se termine également au niveau du thalamus. À ce niveau, ce neurone s'articule avec un troisième neurone qui se confond avec le troisième neurone de la voie spinothalamique et qui va également se projeter sur le cortex pariétal au niveau des aires corticales de la sensibilité. On peut déduire également que toute lésion de cette voie entraînera des troubles sensitifs du côté homolatéral, au niveau de la moelle et contralatéral, au niveau du tronc cérébral, du thalamus et le lobe pariétal. Et on peut aussi retenir que fonctionnellement, ces deux voies de la sensibilité sont nettement distinctes dans la moelle et le tronc cérébral, expliquant la possibilité de troubles sensitifs dissociés dans les syndromes médulaires.
La sensibilité se teste toujours en dehors du contrôle visuel, c'est-à-dire que le malade doit maintenir ses yeux fermés durant tout l'examen, dont il faut bien lui expliquer le déroulement. Il repose sur l'interrogatoire qui va nous préciser les troubles sensitifs subjectifs et l'examen clinique qui va nous préciser les troubles sensitifs objectifs. Les troubles sensitifs dits subjectifs sont représentés par la douleur et les paresthésies. Concernant la douleur, on fera préciser au malade ses caractéristiques qui vont nous orienter vers sa nature neuropathique, à savoir sa qualité qui peut être à type de déchirement, de sensation de courant électrique ou de brûlure, son siège qui peut être fixe ou se déplaçant selon le trajet d'un tronc nerveux ou bien d'une racine rachidienne sensitive, par exemple dans la névralgie radiculaire type L5. La douleur irradie le long de la face postérieure de la cuisse, du membre inférieur jusqu'au gros orteil. Son évolution, elle peut être brève, en éclair, se répétant par accès, comme dans la névralgie du trijumeau par exemple, ou bien prolongée, comme dans les douleurs neuropathiques d'origine diabétique par exemple. Et sur son mode d'apparition, est-elle spontanée ou déclenchée par certaines attitudes comme l'effort par exemple, la toux ou bien la défécation, orientant vers une nature radiculaire. Les paresthésies sont des sensations anormales diverses que peut nous rapporter le malade, à type d'engourdissement, de sensation de peau cartonnée, à type d'étau, de fourmillement, de picotement, de sensation de ruissellement de courant d'air chaud ou froid, ou bien de sensation de semelle ou tapis sous les pieds, etc. L'examen clinique va nous préciser les troubles sensitifs objectifs. La sensibilité tactile est explorée en appliquant un coton. La sensibilité douloureuse en piquant avec une aiguille. Et la sensibilité thermique en appliquant des tubes en verre contenant de l'eau chaude non brûlante et froide. L'examen est conduit les yeux fermés, en posant des questions simples et en demandant des réponses simples, comme dire oui ou non, touche ou pique, chaud ou froid. Il faut tester tout le corps dermatome par dermatome, sachant que chaque dermatome correspond à un niveau radiculaire bien précis. Par exemple, la sensibilité de la face est dévolue en nerfs trijumeaux et les membres supérieurs correspondent au niveau radiculaire de C5 à D1 et la ligne bimamelonnaire correspond au niveau radiculaire D4. L'examen de la sensibilité proprioceptive profonde se réalise également les yeux fermés. Il permet de tester le sens des positions segmentaires ou la kinesthésie en demandant au malade de préciser dans quelle position a été passivement déplacé son doigt ou son gros orteil par l'examinateur. En cas d'atteinte, le malade ne peut pas préciser et se trompe de sens. Il permet également de tester la sensibilité vibratoire ou la palesthésie en demandant au malade de préciser s'il perçoit ou non les vibrations d'un diapason qu'on a posé sur une saillie osseuse superficielle, comme la malléole par exemple. Le trouble de cette perception est appelé hypo- ou apalesthésie. L'ataxie proprioceptive est un ensemble de troubles moteurs qui sont aggravés par l'occlusion des yeux et par l'obscurité. Elle comprend le signe de Romberg qui se recherche en demandant au malade de rester debout, les pieds joints, et lors de la fermeture des yeux, il se produit une chute. Le signe de la main instable ataxique ou thalamique. On demande au malade de maintenir ses mains tendues en avant, doigts bien écartés. Et lors de la fermeture des yeux, la main et les doigts présentent des oscillations. Une démarche talonnante
On demande au sujet de marcher avant et pendant l'occlusion des yeux. Les jambes sont tendues et les pieds tombent lourdement sur le sol par le talon. Le malade ne sait plus où se situe son pied par rapport au sol. Une dysmétrie. On demande au sujet d'exécuter des gestes finalisés, comme porter son index sur le nez, son talon sur le genou, les yeux fermés bien sûr. Le mouvement est mal dirigé, hésitant et le but est manqué. L'examen de la sensibilité élaboré s'effectue également les yeux fermés. Elle permet de tester la stéréognosie en demandant au malade de reconnaître un objet, par exemple une clé ou une bague qu'on aurait placée dans sa main. La perte de cette reconnaissance palpatoire est appelée astériognosie. La somatognosie se teste en demandant au malade de reconnaître les différentes parties de son corps. La perte de cette reconnaissance du schéma corporel est appelée asomatognosie. La graphesthésie, on demande au sujet d'identifier les lettres ou les figures géométriques tracées sur cet élément avec le doigt. La perte de cette reconnaissance est appelée agraphesthésie. Enfin, le phénomène d'extinction sensitive se caractérise par le fait de ne sentir une stimulation portée sur les deux hémicorps que sur le côté sain, alors qu'elle est ressentie normalement si elle est portée séparément de chaque côté. Ce type de sensibilité est surtout rencontré dans les atteintes pariétales. Au terme de cet examen, on peut obtenir des troubles sensitifs variables dans leur intensité, leur qualité et leur topographie. Selon l'intensité, on peut distinguer une hypoesthésie qui est une diminution de la sensibilité, une anesthésie qui est une abolition de la sensibilité, une anesthésie douloureuse qui est l'association dans le même territoire d'une anesthésie et de douleur spontanée. Parfois, on peut observer une hyperesthésie qui est une sensibilité accrue, ou bien une allodynie qui est une douleur déclenchée par des stimulations qui normalement ne sont pas douloureuses. Selon la qualité, on peut distinguer une atteinte de la sensibilité superficielle et profonde, ou bien une atteinte dissociée qui peut toucher la sensibilité profonde, c'est la dissociation dite diabétique, ou la sensibilité thermique et douloureuse, c'est la dissociation dite syringomyélique. Selon la topographie, on distingue les troubles sensitifs d'origine périphérique touchant les racines et les nerfs, et les troubles sensitifs d'origine centrale touchant la moelle, le tronc cérébral, le thalamus et le lobe pariétal. Selon les troubles sensitifs périphériques, on distingue la mononeuropathie ou la mononévrite, qui est une atteinte d'un seul tronc nerveux, exemple atteinte du nerf médian dans le syndrome du canal carpien, la mononeuropathie multiple ou la multinévrite, qui est une atteinte asymétrique de plusieurs troncs nerveux rencontrés dans les vascularites, comme la périarthrite noueuse par exemple. Nous avons la polyneuropathie ou la polynévrite, qui est une atteinte bilatérale, symétrique et distale de plusieurs troncs nerveux de topographie particulière en gants membres supérieurs ou en chaussettes aux membres inférieurs. Exemple, la neuropathie diabétique. La monoradiculopathie ou la monoradiculite, qui est une atteinte d'une seule racine nerveuse. Exemple, atteinte cervico-brachiale type C6 ou bien sciatique type L5. La polyradiculopathie ou bien la polyradiculite est une atteinte de plusieurs racines nerveuses. Exemple, atteinte de la queue de cheval qui se manifeste cliniquement par une anesthésie en selle. Et enfin, nous avons la polyradiculoneuropathie ou la polyradiculonévrite qui est une atteinte diffuse du système nerveux périphérique. Et nous avons l'exemple du syndrome de Guillain-Barré. Voici des exemples illustrant des trajets
d'atteinte radiculaire cervico-brachiale et lombosacrée, et de neuropathie périphérique de topographie particulière distale en gants au membre supérieur et en chaussettes au membre inférieur. Lorsque l'atteinte est médulaire, les troubles sensitifs rencontrés peuvent être dissociés. Ils peuvent se manifester par un syndrome coordonal postérieur qui est caractérisé par une atteinte de la sensibilité proprioceptive respectant la sensibilité thermoalgésique, associant une altération du sens de position segmentaire et vibratoire et une ataxie proprioceptive avec un signe de Romberg, une dysmétrie ou bien une démarche talonnante, et auquel on peut associer le signe de l'hermite, qui est un symptôme caractérisé par des décharges électriques en éclair le long du rachis et les membres lors de la flexion de la tête, observée dans les atteintes cervicales. Et ce syndrome se rencontre dans des affections diverses, dans le tabès avec la classique dissociation tabétique, dans la sclérose en plaques, dans les compressions médulaires de siège postérieur et dans le syndrome de Denny-Brown d'origine paranéoplasique. Ils peuvent également se manifester par un syndrome médulaire transverse complet avec un déficit sensitif total et moteur, avec anesthésie à tous les modes dont le territoire se situe au-dessous de la lésion et dont la limite supérieure nous renseigne sur la topographie de la lésion, particulièrement en cas de compression médulaire. Il s'observe également dans d'autres situations comme les traumatismes, l'ischémie de la moelle et la myélite. L'hémisyndrome médulaire transverse ou syndrome de l'hémimoelle, communément appelé syndrome de Brown-Séquard, associe des troubles de la sensibilité profonde et un syndrome pyramidal du même côté, et des troubles de la sensibilité thermoalgésique du côté opposé. Il s'observe également dans les traumatismes, dans les compressions médulaires et dans la sclérose en plaques. Le syndrome de sclérose combinée de la moelle se caractérise par une atteinte simultanée des cordons postérieurs et antérolatéraux de la moelle. Il se manifeste par une atteinte de la sensibilité proprioceptive et une atteinte pyramidale, très évocateur d'une carence en vitamine B12 ou la maladie de Biermer. Le syndrome centromédulaire ou le syndrome syringomyélique associe une atteinte isolée de la sensibilité thermoalgésique en bande ou suspendue entre deux territoires radiculaires avec conservation de la sensibilité profonde. Il s'agit de la dissociation syringomyélique ou dissociation thermoalgésique observée dans la syringomyélie, qui est une cavité congénitale de siège centromédulaire, et dans les tumeurs de même siège comme l'hypendymome, ceci étant expliqué par une atteinte de la voie spinothalamique qui décusse à ce niveau. Au niveau du tronc cérébral, les troubles sensitifs réalisent des syndromes alternes sensitifs équivalents des syndromes alternes moteurs. On peut attribuer le syndrome de Wallenberg au syndrome latéral du bulbe qui associe du même côté que la lésion une hypo ou bien une anesthésie de l'hémiphase par atteinte du nerf triginaux et une anesthésie thermoalgésique de tous les mi-corps du côté opposé. Il est observé dans l'infarctus par ischémie latérale du bulbe. Au niveau du thalamus, les troubles sensitifs réalisent le grand syndrome thalamique qui associe du côté opposé à la lésion des troubles sensitifs particuliers appelés l'hyperpathie. L'hyperpathie étant une hyperalgésie avec des sensations désagréables, pénibles à n'importe quelle stimulation, qui sont durables et dépassant la zone stimulée.
et des troubles de la sensibilité thermoalgésique et proprioceptive dans le plus caractéristique étant la main thalamique ou la main instable ataxique. Il s'observe dans les atteintes vasculaires, tumorales ou autres. Au niveau du lobe pariétal, les troubles sensitifs réalisant le syndrome pariétal associent du côté opposé des troubles de la sensibilité profonde, particulièrement des troubles de la sensibilité élaborés, comme la stéréognosie, la somatognosie, la graphesthésie ou l'extinction sensitive, et des troubles de la sensibilité thermoalgésique de topographie, le plus souvent chérofaciale, s'observe également dans des conditions diverses, lésions traumatiques, dans les tumeurs ou bien les lésions vasculaires.